Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de ce 28 janvier 2025, la décision du gouvernement américain de suspendre temporairement l'aide extérieure via l'USAID affecte particulièrement Haïti, principal bénéficiaire en Amérique latine avec 420 millions de dollars en 2024. Cette suspension inquiète, mais les États-Unis continueront de soutenir la mission multinationale dirigée par le Kenya. Des organisations politiques appellent les États-Unis à inscrire Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes en raison de ces exactions dans le pays. Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre, s'exprima à ce sujet dans ce journal. Également en titre, Malta H a distribué 1000 chaises et 1000 tables aux établissements scolaires gagnants du concours Malta H Génie. Ce geste vise à améliorer les conditions d'apprentissage et offrir un cadre propice à la réussite des élèves. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, la décision de l'administration Trump-Vance de suspendre temporairement l'aide extérieure via l'USAID affecte de nombreux pays, dont Haïti. En 2024, Haïti a reçu 420 millions de dollars de cette aide, comprenant 230 millions pour des interventions d'urgence, 57 millions pour lutter contre le sida et 10 millions pour des programmes alimentaires et de sécurité alimentaire. Haïti se classe en tête des bénéficiaires de l'USAID dans la région latino-américaine, rendant cette suspension particulièrement préoccupante. Malgré la suspension générale, le président kenyan William Ruto a annoncé, après une conversation avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, que les États-Unis continueront de soutenir la mission multinationale dirigée par le Kenya. Une information que confirment les autorités américaines sur X. Des organisations appellent les États-Unis à inscrire Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes. Dans une correspondance adressée au secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'accord du 21 décembre et le parti politique Les Engagés pour le développement ont sollicité formellement l'inscription de l'organisation criminelle Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes. Ces entités annoncent également qu'elles vont poursuivre cette démarche auprès des organisations internationales comme l'OEA et l'ONU. Pascal Adrien, signataire de l'accord du 21 décembre, est l'invité du journal. Il est avec nous pour approfondir la question. Monsieur Pascal Adrien, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Bonsoir, Madame Barthélemy. Un plaisir d'être encore votre invité ce soir. Dans une lettre datée du 24 janvier 2025, des membres de l'accord du 21 décembre et également le parti politique aidé demandent aux États-Unis d'inscrire Vivre Ensemble sur la liste des terroristes. Pourquoi les signataires jugent-ils nécessaire d'inscrire les noms de Vivre Ensemble et surtout pourquoi maintenant ? Il est extrêmement important de considérer Vivre Ensemble comme une organisation terroriste pour plusieurs raisons. Entre autres, pour renforcer les capacités des forces de l'ordre, pour avoir une puissance de feu supérieure aux criminels qui terrorisent la population haïtienne, pour enlever certaines restrictions qui explique que présentement, en termes d'équipement et en termes de matériel, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti n'ont pas toute la latitude pour se procurer tous les éléments qui peuvent les mettre en capacité pour affronter et réduire à néant l'influence des criminels qui prennent la population en otage présentement. Pourquoi maintenant ? En principe, si vous essayez de voir la progression de l'influence, ne serait-ce que géographique, des gangs présentement, des terroristes, comme nous voulons bien les appeler aujourd'hui, donc ce n'est qu'une question de temps pour l'encerclement définitif de toute la région métropolitaine de Port-au-Prince
de l'encerclement définitif de plusieurs autres départements, bref, de l'asphyxie totale du pays, tant au niveau social qu'au niveau économique. Est-ce que, comme citoyens, nous pouvons assister à cet état de fait sans prendre nos responsabilités? Est-ce que, comme leader politique, nous pouvons uniquement clamer notre impuissance par rapport à cet état de fait? Pour le 21 décembre et pour le parti politique aidé, la réponse c'est non. Et aujourd'hui, il y a lieu pour renforcer la capacité des forces de l'ordre pour venir à bout des menées criminelles de vivre ensemble. Il y a lieu que différents États du monde entier en général considèrent Vivre Ensemble comme entité terroriste, que l'État haïtien, que les forces de l'ordre considèrent Vivre Ensemble également comme une entité terroriste. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous serons en mesure d'inverser la vapeur. Il faut dire, nous avons adressé une correspondance au secrétaire d'État américain, certes, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une véritable offensive diplomatique. Nous avons adressé des correspondances, une correspondance au secrétaire général de l'ONU. Nous allons dès demain continuer à acheminer d'autres correspondances à l'Union européenne, à la CARICOM, au Canada, à la République dominicaine, entre autres. Donc c'est toute une offensive médiatique. C'est de ça qu'il s'agit pour nous autres au niveau du 21 décembre et au niveau du parti politique aidé. Monsieur Pascal Adrien, concrètement, qu'est-ce que ces correspondances pourraient avoir comme résultat? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Très bien. C'est un plaidoyer que nous faisons. Et quand on fait un plaidoyer, nous sommes des structures politiques, donc ça s'inscrit en quelque sorte dans la dynamique de la diplomatie citoyenne. Donc c'est tout un plaidoyer que nous venons d'enclencher, c'est toute une activité de lobbying que nous venons d'enclencher et nous espérons vraiment de tous nos voeux que le plaidoyer ira jusqu'au bout, question de permettre au peuple haïtien de respirer. Est-ce que vous souhaitez quelques collaborations, notamment avec des structures internationales, afin que cette demande soit appuyée et afin que vous obteniez vos résultats plus rapidement? Présentement, il s'agit de correspondances qui font l'état des lieux de la situation, qui argumentent le bien fondé de l'inscription de Vivre Ensemble sur la liste des organisations criminelles. C'est sûr que dans les jours à venir, nous allons faire le tour de différentes chancelleries. Nous allons, pourquoi pas, faire en sorte que toute la société haïtienne s'approprie le plaidoyer, toute la communauté internationale comprenne la portée de ce plaidoyer et pour qu'ensemble, nous puissions, dans une dynamique de coopération entre Haïti et différents partenaires régionaux et internationaux, faire en sorte que les menées subversives, criminelles et terroristes des gangs haïtiens présentement, considérés comme gangs, mais des terroristes, pour répéter l'appellation la plus correcte, pour circonscrire la sphère d'influence de ces bandits, la sphère d'influence de ces malfrats. Mais il faut dire, c'est sûr que dans le cadre de cette émission, nous n'allons aborder que cette demande d'inscription de Vivre Ensemble sur la liste des terroristes, des organisations terroristes, mais notre correspondance adressée à Marco Rubio parle de différentes autres thématiques, dont la défense que nous faisons de nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis présentement dans le cadre du programme Humanitarian Parole. C'est un plaidoyer que nous faisons aussi, mais je sais que dans le cadre de cette émission, nous n'allons parler que de Vivre Ensemble. Justement, mais j'allais justement le dire, outre la question sécuritaire, vous avez abordé d'autres sujets dans votre correspondance, notamment des défis politiques et économiques. Mais rapidement, on parle un peu de la politique puisque c'est toujours un sujet d'actualité. Vous avez proposé 3 scénarios possibles dans votre correspondance. Rapidement, un aperçu de ces scénarios et surtout leur faisabilité. C'est ça. Donc pour nous autres, rapidement, les 3 scénarios, c'est qu'on peut avoir un conseil présidentiel à 9, à condition de mettre à l'écart les 3 inculpés dans le dossier de corruption de la BNC et à condition que les secteurs respectifs de ces 3
et remplace tout bonnement les 3 inculpés. Et un deuxième scénario, c'est de faire en sorte que les 9 parties prenantes s'entendent sur le choix de 3 nouvelles personnalités pour former un nouveau conseil présidentiel de transition. Et pourquoi pas, un troisième scénario, c'est faire en sorte que nous ayons un conseil présidentiel de transition à 3 membres, dont un membre en provenance de la société civile, un deuxième membre en provenance du secteur politique et un troisième qui est un juge issu de la Cour de cassation. Donc, brièvement, ce sont ces 3 scénarios que nous avons, dans un premier temps, adressés à la CARICOM et en envoyant cette correspondance au secrétaire d'État américain, au secrétaire général de l'ONU et à différentes autres instances, nous avons bien pris le soin d'annexer à cette correspondance le contenu des 3 scénarios que nous avons précédemment proposés à la CARICOM. Pascal Adrien, comme dernière question, nous allons revenir justement à la question des gangs armés, notamment la coalition de Vivre Ensemble. Est-ce que vous avez consulté ou est-ce que vous allez avoir le support des membres du Conseil présidentiel de transition, puisque nous savons que l'accord du 21 décembre et même aidé ont leurs représentants au sein de ce Conseil? Il faut dire que depuis le 27 juillet 2024, en ce qui concerne l'accord du 21 décembre, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous avons fait en sorte de signifier à toute la communauté nationale et internationale que, vu les soupçons graves, pour ne pas dire légitimes, qui pèsent sur l'intégrité de notre représentant, et nous sommes vraiment circonspects et nous nous réservons le droit de prendre des mesures conservatoires à son encontre. Et quelques mois plus tard, soit au mois de septembre, dans une rencontre avec les éminentes personnalités de la CARICOM, le 21 décembre avait franchi un autre pas et nous étions justement en train de voir comment remplacer formellement notre représentant, lui, Gérald Gilles, pour ne pas le nommer. Donc présentement, c'est tout le Conseil présidentiel de transition qui est discrédité. C'est tout le Conseil présidentiel de transition qui met en péril l'avenir de la transition politique en cours. Je suis d'accord avec vous, c'est le Conseil présidentiel de transition qui aurait dû être investi activement dans la démarche que nous venons d'initier. Mais malheureusement, les préoccupations du pays ne sont pas celles du Conseil présidentiel de transition. Les préoccupations de la population ne sont pas celles du Conseil présidentiel de transition. Voilà pourquoi, malgré nos limites en termes de représentation étatique, nous nous armons de courage pour activer tous les leviers de cette diplomatie citoyenne. Question de voir comment infléchir la considération des partenaires internationaux à l'égard de cette problématique sécuritaire qui mine présentement tous les Haïtiens, qui mine la société en général. Pascal Adrien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tenez bon, merci. Merci encore. Voilà donc les propos de Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Maître Jude Jean-Pierre a officiellement pris ses fonctions en tant que directeur général de l'Office de la protection du citoyen ce mardi, lors d'une cérémonie tenue au bureau de médiation de l'OPC à Delma 33. Dans son discours, il a souligné l'importance de renforcer les capacités de l'OPC, dont la région métropolitaine, où les violences des droits humains sont aggravées par la violence armée. De ce côté, le protecteur du citoyen Jean-Wilner Morin a décrit la situation alarmante des droits humains en Haïti. Il a également exprimé ses inquiétudes face aux déportations éventuelles de migrants haïtiens en provenance des États-Unis, avec les nouvelles politiques migratoires mises en place par le président Donald Trump. Nous écoutons les déclarations du nouveau DG et du protecteur du citoyen. Notre nation traverse une période de turbulence sans précédent, marquée par une insécurité grandissante et une crise humanitaire alarmante. Les données statistiques des sources officielles relèvent plus de 5 000 personnes ont perdu la vie
en 2024, l'année dernière, en raison de la recrudescence de la violence des gangs. Plus d'1 million de nos compatriotes ont été contraints d'abandonner leur foyer pour se réfugier dans des camps de fortune, soit 22 sites de camps de déplacés de la zone métropolitaine. Tous les indicateurs démontrent que la situation des droits humains s'est dégradée. Le phénomène de l'impunité s'est amplifié en raison de l'incapacité des instances concernées à garantir l'accès à la justice et à la réparation des victimes de violations des droits humains. Dans ce contexte, le travail de l'OPC doit être renforcé, non seulement au niveau de la zone métropolitaine, mais aussi en région où l'OPC a une présence territoriale. En ma qualité de chef des opérations, je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer les mécanismes de réception des plaintes. Il s'agira entre autres de mobiliser les ressources disponibles en vue d'assurer efficacement la protection des citoyens face aux abus et violations de leurs droits fondamentaux. Tout cela pour vous rappeler que l'OPC est attendu à chaque station où le droit du citoyen est violé. Bien sûr, pour ce faire, votre prise de fonction devra redynamiser l'office sur l'ensemble du territoire et au-delà, à hauteur des enjeux et des perspectives. L'Office de la protection du citoyen est une structure de vigilance, d'écoute et d'accompagnement actif. Toutes les activités qui s'exécutent en ces structures centrales et départementales doivent l'être à cette unique fin. Je m'attends vous voir impulser ma vision d'une administration saine, sans corruption, efficace et efficiente aux structures départementales de l'OPC dans sa mission constitutionnelle. L'heure n'est pas au long du discours. Le temps presse. Je suis impatient de vous voir à l'œuvre. Écoutez, identifier, anticiper, évaluer, moduler, orienter, mais surtout impacter. 7 mots à mon sens pour résumer le bon gestionnaire. Soyez-en un. Malta H a procédé ce mardi à la distribution de 1000 chaises et 1000 tables aux établissements scolaires et a remporté le concours Malta H Génie, à savoir les lycées Antoine et Georges Isméry, Jean-Marie Vincent, Anténor Firmin et Cyber. Ce don d'infrastructures scolaires constitue une avancée concrète vers la création d'un environnement éducatif plus sain et mieux adapté aux besoins des écoliers. L'objectif principal de cette initiative, selon le senior brand manager de Malta H, est d'offrir aux élèves un espace de travail confortable et fonctionnel afin de les aider à mieux réussir dans leurs études. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation et du développement communautaire, Malta H a procédé à la distribution de 1000 chaises et de 1000 tables aux 4 établissements scolaires gagnants du programme Malta H Génie. Ce projet ambitieux réalisé en partenariat avec plusieurs institutions de la vie nationale vise à améliorer les conditions d'apprentissage pour des milliers d'écoliers en Haïti, explique Mme Adassa Guerrier. Il y a un engagement que Brana gagne envers l'éducation. Et éducation pour toute reste génération qui vient pour venir. Dans Brana, nous croyons que l'éducation, c'est pilier développement. Et investissement que nous faisons dans les moun ou bien jeunes talents, c'est ça qui nous garantit que nous travaillons pour un demain meilleur pour Haïti. Avec cette initiative, Malta H continue de tenir sa promesse et de soutenir les familles haïtiennes
en vue d'investir dans l'avenir des jeunes générations. Ce don d'infrastructures scolaires représente une étape concrète vers la création d'un environnement éducatif plus sain et mieux adapté aux besoins des écoliers. Jeudi, on a promettre 1000 chaises avec 1000 tables à 4 lycées et demi-finalistes avec finalistes. Et lycée Sayo, c'est lycée Antoine et Georges Isméry qui va recevoir 300 chaises, 300 tables. Il y a le lycée Jean-Marie Vincent qui va recevoir 300 chaises, 300 tables tout. Il y a le lycée Anténor Firmin et le lycée Cyber qui lui-même va recevoir 200 tables, 200 chaises. Ce n'est pas juste chaises à table qui est important, mais c'est qui gens ont été faites. Chaises à table ça yo fait à partir du recyclage parce que dans Brana nous conscients de l'impact que nous gagnons sur l'environnement. Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat solide avec HM Group qui a conçu et fabriqué les chaises et les tables selon des normes respectueuses de l'environnement en recyclant des caisses de la Brana en des équipements solides afin d'offrir un cadre plus agréable aux écoliers. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé un programme de formation pour des formateurs sur la gestion des risques et désastres en milieu scolaire. Un programme visant à doter les acteurs de l'éducation des compétences pour prévenir, gérer et atténuer l'impact des catastrophes, soulignent les responsables. Cette formation devrait permettre à la cellule de gestion des risques et désastres du MENFP d'assurer une planification plus efficace des réponses aux urgences et un suivi rigoureux des interventions d'éducation en situation d'urgence, précise-t-il. Riti Fortuné nous dit plus. Riti Fortuné nous en dit plus. Près de 7000 écoles ont été endommagées ou détruites complètement lors des catastrophes naturelles majeures au cours des 15 dernières années en Haïti. Ces chiffres avancés par la Banque mondiale témoignent de la fragilité des établissements scolaires déjà mis à mal par de nombreux défis socio-économiques. C'est dans ce contexte alarmant que le ministère de l'Éducation nationale a lancé un atelier de formation sur la gestion des risques et désastres en milieu scolaire. Dans ce contexte où les actes de violence sont de plus en plus fréquents, les écoles doivent jouer un rôle déterminant dans la gestion des risques. Partenaire du ministère de la mise en œuvre de ce programme, c'est le représentant adjoint de l'UNICEF qui a précisé les objectifs de l'initiative, François Campodo. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives qui visent à doter les acteurs de l'éducation des compétences nécessaires pour prévenir, gérer et atténuer les impacts des catastrophes. Il a également pour but de renforcer les capacités de la cellule gestion. À terme, ce programme vise à doter les participants de techniques d'utilisation des directives administratives, des organisations, des compétences et des capacités opérationnelles pour mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des capacités d'adaptation améliorées afin de réduire les impacts négatifs des aléas et la possibilité de catastrophes. Directeur de la protection civile, Emmanuel Pierre présente les grandes lignes de l'initiative. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous incarnez un rôle crucial dans la préparation, la prévention et la gestion des risques au sein des écoles, qui, comme nous le savons, sont souvent les premières structures à être touchées lors d'une catastrophe. La gestion des risques de catastrophe dans le milieu scolaire est un défi qui requiert une approche intégrée, coordonnée et surtout une connaissance approfondie des risques auxquels nos communautés sont confrontées. Haïti, en raison de sa situation géographique et de son contexte socio-économique, est particulièrement vulnérable aux aléas naturels, voire des aléas, je dirais, sociaux. Destiné aux acteurs de l'éducation, ce programme doit intégrer le curriculum de l'école haïtienne, souligne pour sa part Joseph Job Maurice, coordonnateur général du pôle enseignement et qualité au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il évoque la nécessité de créer un environnement scolaire sécurisé dans le pays. En effet, avec un taux d'exposition, on parle des risques naturels de 71,85%, c'est ce chiffre qu'on m'a transmis. Haïti figure parmi les plus vulnérables de la région, non seulement en termes de catastrophes qui frappent
le pays, mais en termes de capacité de réponse du pays aussi. Donc les aléas climatiques, tectoniques et également les catastrophes naturelles sont récurrents et variés, c'est-à-dire inondations, ouragans majeurs, tremblements de terre, cyclones, tempêtes tropicales ont lourdement affecté nos communautés et en particulier nos écoles. Et on voit qu'on prend la mauvaise habitude de transformer les écoles en lieu de refuge pour ceux-là qui sont victimes de ces catastrophes. Les organisateurs soulignent l'importance de tenir des formations régulières pour enseigner les bons réflexes à adopter face à différents types de crises. C'est en anticipant et en s'adaptant que les écoles pourront protéger au mieux les élèves et le personnel face aux imprévus, soutiennent-ils. Plusieurs institutions publiques, dont des ministères, l'AAN et la PNH, doivent des millions de gourdes à la Direction nationale d'eau potable, selon son directeur général Guito Edouard. Ces déclarations ont été faites lors de la visite de réservoirs de 500 000 gallons destinés à approvisionner plus d'1 millier de familles à Vivi-Michel. Il a également sensibilisé les habitants sur l'importance du site et sur leur contribution mensuelle nécessaire à sa maintenance, tout en dénonçant l'impact de l'insécurité sur les travaux de la DINEPA, notamment à Cité-Soleil. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy. Le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard, est un peu plus clair en ce qui concerne de nombreuses institutions étatiques qui doivent payer leurs dettes. La plus grosse institution qui doit nous de l'eau, c'est l'institution de l'État haïtien. C'est l'hôpital, PNH, qu'on doit nous 4 millions, 5 millions, 9 millions, mais de temps en temps, le paye un petit bagage. Il y a l'autre institution, service public. Mais deux plus grosses institutions qui respectent et ça les fréquences de paiement, c'est d'abord OFNAC, qui toujours paye de l'eau. C'est le ministère Conditions Féminines. Par contre, pour qui ça? Mais c'est le ministère Conditions Féminines. La DINEPA s'engage à fournir des services d'eau potable à toutes les couches sociales du pays, mais l'État haïtien doit être le premier à donner le ton. Mais une grosse institution qui a un gros problème avec DINEPA, c'est AN. Qui doit DINEPA plus que 113 millions de gouttes. Nous te ballons tir à longe avec intervention ministre public là. Mais nous ne pouvons pas le faire, mais vannes. Parce que nous n'avons pas l'argent pour nous acheter gaz. Nous n'avons pas l'argent pour nous acheter produits colorés. C'est la Banque interaméricaine de développement qui a subventionné nous au niveau de la région métropolitaine seulement, non seulement dans le construire réseau, mais bah nous un moyen pour nous fonctionner parce que nous avons un gros problème au niveau de la facturation. Des révélations faites lors de la visite d'un réservoir de plus de 500 000 gallons d'eau pour desservir la population de Vivi-Michel. Qui a une capacité de 528 000 gallons, en d'autres termes 2000 m3. Deux réservoirs, il y a environ 18 mois, ils n'ont pas alimenté, ils n'ont pas recevoir de l'eau. Ce n'est pas volonté qui pas gagné femmes, techniciens et garçons en dedans DINEPA, mais c'est parce que la situation dans une série de zones a empêché l'équipe DINEPA de allouer comment ils étaient capables faire travail ça réalisé, c'est-à-dire faire de l'eau arriver dans les deux réservoirs. La DINEPA veut fournir davantage de services et les moyens sont nécessaires pour y arriver, souligne le directeur général. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce 28 janvier 2025. La décision du gouvernement américain de suspendre temporairement l'aide extérieure via l'USAID affecte particulièrement Haïti, principal bénéficiaire en Amérique latine avec 420 millions de dollars en 2024. Cette suspension inquiète, mais les États-Unis continueront de soutenir la mission multinationale dirigée par le Kenya.
Des organisations politiques appellent les États-Unis à inscrire Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes en raison de ces exactions dans le pays. Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre, était avec nous dans ce journal. Et puis Malta H a distribué 1000 chaises et 1000 tables aux établissements scolaires gagnants du concours Malta H Génie. Ce geste vise à améliorer les conditions d'apprentissage et offrir un cadre propice à la réussite des élèves. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre confiance et de votre attention. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.